sommaire de l'actualité télévisée de ce premier jour du mois de septembre sur la première, le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjralala qui vient de franchir une étape importante avec l'étude d'impact environnemental qui a été approuvée par les spécialistes de l'environnement du Togo et du Bénin, les deux pays concernés. Quelle compréhension les Togolais ont-ils du projet Vision 2030 lancé par le gouvernement? Réponse et découverte de la mission de deux sous-systèmes du projet dans ce journal. Enfin, l'entrée en vigueur ce 1er septembre de la nouvelle loi sur le tabac et ses dérivés adoptée par le gouvernement. À compter de ce jour, tous les emballages des produits dérivés du tabac doivent porter en lettres bien lisibles des messages sur le caractère nocif du tabac pour la santé du fumeur et de son entourage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le processus devant conduire au démarrage du chantier de construction du barrage hydroélectrique d'Adjralala, République du Bénin, suit son cours. Le barrage d'Adjralala est un projet conjointement pensé par le Togo et le Bénin pour renforcer leur capacité énergétique. Pour mesurer l'impact biophysique et humain de l'ouvrage, la CEB, Communauté électrique du Bénin, a commandité une étude d'impact environnemental et social réalisée dans les deux pays concernés. Le rapport de l'étude vient d'être validé par des représentants des agences de gestion de l'environnement du Togo et du Bénin lors d'une rencontre à Azové et Dom Soussoupo. L'envergure de l'ouvrage à réaliser fonde l'initiative de conduire les travaux d'évaluation environnementale de manière conjointe pour davantage d'efficacité dans l'édification et la gestion des impacts au niveau des deux pays. C'est l'arrondissement d'Azové, dans la commune d'Aplahoui, au Bénin, qui a accueilli tous les acteurs impliqués dans les questions environnementales pour un seul et même objectif. Valider le rapport de l'étude d'impact environnemental et social et le plan d'action de réinstallation. Une étude commanditée par la CEB, Communauté électrique du Bénin. Ce sont les procédures environnementales au Bénin et au Togo. La CEB, qui est le promoteur, doit soumettre ces études à l'évaluation. Le rapport issu de cet atelier sera transmis à la CEB pour la prise en compte des observations et des insuffisances soulevées. Ça permettra d'éditer un rapport définitif intégrant les observations issues de l'atelier pour la mise en œuvre de ce qui sera dans ce rapport définitif. Le Togo et le Bénin importent plus de 80% de leur énergie électrique. Et la construction du barrage d'Adjralala sur le fleuve Mono est une opportunité pour le Togo et son voisin de l'Est d'améliorer leur souveraineté énergétique en produisant près de 20% de la demande. Comme vous le constatez, c'est un endroit où le lit est rocailleux. C'est un endroit où il y a des chutes et la dénivellation fait 50 mètres de hauteur. Donc, il est beaucoup plus facile de réaliser un barrage hydroélectrique à cet endroit précis où le fleuve Mono fait une déviation vers l'est, où le débit est beaucoup plus fort. Donc, à partir des bras du cours d'eau, ces bras se rejoignent à ce niveau. C'est pour ça que le choix a été mis à cet endroit à Adjralala. Les études d'impact environnemental ont été réalisées dans les deux zones du projet. C'est pour assurer une protection optimale de l'environnement. Ce ne sont pas seulement les problèmes sociaux qui sont posés, il y a aussi des problèmes biophysiques. Les forêts sacrées qui seront dégagées, dans le document, il est prévu une certaine somme pour une compensation. Donc, c'est de redynamiser l'ensemble des aires protégées dans la région et de reprendre un reboisement compensatoire si possible. Donc, il y a eu aussi dans le document des solutions qui sont initiées pour résoudre ces problèmes d'ordre biodiversité, d'ordre physique aussi. Le barrage sera mis en eau dans la commune d'Aplahoui. En amont, il va se poser un problème d'ensablement. Le deuxième problème environnemental qui va se poser, c'est le problème d'inondation qui va être engendré par les lâchers d'eau. Et les populations qui se trouvent dans cette partie-là vont nécessairement être déplacées. Avec l'eau d'inondation, les populations peuvent faire les cultures de contre-saison en faisant simplement de l'irrigation. L'autre impact positif, c'est qu'on peut créer des zones de pêche.
Le délai de construction du deuxième barrage est d'environ 4 ans. Le président togolais Faure Essoze-Mnania Singbe et son homologue béninois Yayi Boni sont confiants, nous dit-on ici, en l'avenir du projet. Ils souhaitent que les travaux démarrent d'ici la fin de cette année, sinon avant la fin du premier semestre de 2015. Le 4 septembre prochain sera célébrée la journée mondiale de l'orthophonie. L'orthophonie, c'est la science qui permet de corriger les défauts de prononciation ou les troubles du langage. Dans la perspective de cette célébration, des orthophonistes ont animé une séance de sensibilisation au CHR de Lomé Commune pour mieux faire connaître leur métier, les causes, symptômes et prise en charge des victimes de cette anomalie. Reportage Ramdan Bassina. Qui s'occupe des troubles du langage, de la communication et de la déglutition. Nombreuses sont les personnes vivant avec ces pathologies. Faute de connaissances, beaucoup y vivent avec des séquelles graves. Pourtant, une prise en charge efficiente peut permettre de corriger ces troubles dès l'enfance. C'est donc pour mieux faire connaître cette maladie et les professionnels aux populations qu'a été organisée cette séance de sensibilisation en prélude à la journée de l'orthophonie célébrée le 4 septembre de chaque année au Togo. Nous considérons le développement normal d'un enfant. Déjà à 6 mois, nous savons que des enfants ils doivent parler, ils doivent essayer quelques mots, ou bien ainsi de suite. Ou bien à 1 an, l'enfant doit pouvoir dire un premier mot, maman ou papa. Déjà à ce temps, si vous voyez un enfant qui n'arrive pas à dire papa, il faut que les parents s'interpellent pour savoir pourquoi mon enfant n'a pas encore commencé. Donc nous les orthophonistes, nous avions vu que c'est bon de prendre cette date et de célébrer une journée pour pouvoir promouvoir la profession et pour expliquer à la population ce que nous faisons. Plus tôt la prise en charge est faite, plus vite se fera la rééducation, d'où la nécessité de se faire accompagner par l'orthophoniste spécialiste du domaine. Nous passons par une évaluation, donc c'est le bilan. Donc on évalue le patient, voir quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire sur le plan langagier. Donc à ce moment, on connaît ses difficultés et on lui propose des exercices pouvant l'aider à pouvoir récupérer. Puis ce ne sont pas de rééducation. Donc il y avait une éducation, donc on essaie de lui rééduquer, de l'aider à communiquer. Le bégaiement, les troubles articulatoires, le retard de langage sont entre autres signes de l'orthophonie. Le Togo abrite depuis 2002 le département de l'orthophonie et forme en 3 ans des professionnels. Le thème retenu cette année au Togo est les signes d'alerte des troubles du langage et de la communication chez l'enfant. Des séances de sensibilisation seront menées sur toute l'étendue du territoire national afin de toucher un maximum de personnes. La Commission nationale pour l'UNESCO anime à partir de ce lundi à l'INFA de Tové un camp de sciences au profit des jeunes filles admises au BPC, Bac 1 et Bac 2 des séries C et D, session de juin dernier avec de bonnes mentions. Des étudiants en fin de cycle des filières scientifiques de l'Université de Lomé ont été associés à ce rassemblement dont le but est d'une part de faire tomber les stéréotypes liés au genre féminin et d'autre part de susciter l'engouement des bénéficiaires pour ces filières. Reportage Charlotte Osimé. Elles sont les ambassadrices des 6 régions pédagogiques du Togo. Ces filles, meilleures élèves des séries scientifiques de l'année 2014, découvrent pour la première fois un laboratoire et tout son arsenal. Ici, par exemple, elles se familiarisent avec les outils de recherche. Dans ce camp des sciences à l'INFA de Tové, toutes les dispositions sont réunies pour inciter ces jeunes lauréates à embrasser avec quiétude les filières scientifiques. Le camp de sciences pour les jeunes filles qu'organise la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO, qui est à sa 3e édition, a pour objectif d'inciter les élèves filles à embrasser les carrières scientifiques. Le camp vise à sensibiliser les enfants à travers un certain nombre d'activités que nous avons programmées pour qu'elles puissent disons, briser les stéréotypes du genre et de la science par rapport aux filles. Ce rendez-vous d'échange et de partage d'expériences est animé par des étudiantes en fin de cycle dans les universités du Togo. Avec leurs cadettes, elles partageront leurs acquis, histoire de leur redonner confiance. La première responsabilité, c'est leur donner des conseils. Leur donner des conseils sur le travail
par rapport à nous, puisque nous sommes de différentes spécialités. Donc s'il y a une qui est intéressée par une spécialité donnée, donc notre travail sera de leur donner des conseils sur comment pouvoir réussir dans ces différentes spécialités. Mais ce sera aussi un peu plus large, puisque nous sommes ici avec elle en tant que grande sœur. Nous devrons aussi leur donner des conseils sur le travail en général et comment réussir en général. Beaucoup d'autres mesures incitatives sont prises par le gouvernement pour encourager la jeune fille dans son cursus scolaire. Vivement qu'au sortir de ce camp des sciences, ces filles trouvent la motivation nécessaire pour devenir des ingénieurs, des cadres scientifiques, des enseignantes-chercheurs en mathématiques, physique, chimie, en génie civil pour le développement du Togo qui aspire à l'émergence à l'horizon 2030. L'émergence du Togo à l'horizon 2030, parlons-en justement. Le nouveau guide de développement de notre pays sur les 15 prochaines années s'appelle Vision Togo 2030. À quoi ressemblera la carte politique, économique, sociale et culturelle du Togo d'ici à l'horizon 2030? Cette question contenue dans un grand projet fait l'objet de débats, de séances, de concertations et de conférences depuis quelques semaines dans notre pays. Elle s'est même invitée à la 20e édition du concours Miss Togo du week-end dernier. Vision Togo 2030 couvre tous les secteurs du pays regroupés en 4 sous-systèmes: la démographie et le développement humain durable, la politique et la gouvernance, l'économie et la technologie, le socio-culturel. Le sous-système politique et gouvernance, comme son nom l'indique, entend explorer toutes les grandes questions en matière de politique et de gouvernance. Alors qu'il n'est encore qu'à l'étape de diagnostic, notre rédaction a approché ses responsables pour en savoir un peu plus là-dessus. C'est un reportage de Kate Noubouko. Arriver à cerner le système politique et de gouvernance voulu par les Togolais d'ici à 2030. C'est l'un des enjeux au cœur des travaux du comité en charge du volet politique et gouvernance de la Vision Togo 2030. La Vision Togo 2030 s'illustre à ce jour comme le mécanisme de référence qui permet d'explorer le futur, histoire de parvenir à construire différents scénarios pour anticiper le développement du pays. Rien n'est tabou ici. Régime politique, rôle et prérogatives de l'État, droits et libertés, les aspirations des différents courants sont évoquées. Il est attendu de nous la capacité à synthétiser les espoirs des uns et des autres sur ce que devrait être le régime politique idoine pour notre pays. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'à l'horizon 2030, dans le cadre de quinquennat qui accélère la vie politique, on aura vraiment besoin d'une primature? C'est une question qui se pose dans des démocraties avancées. Elle peut se poser chez nous également. Du point de vue de la gouvernance, c'est vraiment la capacité de notre système à, comme disent les anglo-saxons, deliver, à donner toute la substance liée au potentiel du pays. Et donc là, la gouvernance, c'est à tous les niveaux, au niveau politique, mais aussi économique, au niveau social. Est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs arrivent à optimiser nos ressources qui sont des ressources rares? Au sein du comité de pilotage de la Vision Togo 2030, le travail se fait dans une démarche inclusive qui associe diverses couches de la population. Visiblement, les membres ne se substituent pas à la population, mais constituent plutôt un pôle central d'expression et de synchronisation des données. Aujourd'hui, quand vous demandez aux Togolais, ils vous diront que nous voulons vivre dans un système démocratique. Mais au niveau international, le système démocratique a plusieurs variantes. Quelles sont les variantes que les Togolais veulent avoir? Et donc, une fois que nous faisons cet état des lieux-là, nous allons construire les scénarios pour voir du plus pessimiste au plus optimiste quelles sont les possibilités que nous aurons. Et au final, il appartiendra donc aux Togolais eux-mêmes de choisir. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons tout un compendium de données qui permet d'avoir l'état des lieux du rôle et des prérogatives de l'État, et dans les jours à venir, nous essaierons de dégager les grandes tendances, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'espérer que d'ici horizon 2030, il y aura un système politique et gouvernance assez paisible, inclusive, qui rassure les citoyens.
L'enjeu pour notre pays, c'est d'arriver à l'issue du processus à adopter et à mettre en œuvre une vision largement partagée par les citoyens. Ceci en se basant sur des principes communs de politique et de gouvernance. Si nous arrivons à tenir notre calendrier, à la fin du premier trimestre 2015, le document de vision devrait être disponible. Le document attendu, une fois adopté, constituera désormais pour tous les Togolais le miroir de référence pour toute action de développement d'ici à 2030. L'autre sous-système qui a retenu notre attention dans notre quête d'information sur le projet Vision Togo 2030 est celui qui traite du volet socio-culturel. Concrètement, quel est le domaine d'activité de ce sous-système et qu'est-ce qu'on y fait concrètement? C'est Christine Petiki-Aloudet qui s'est intéressée à la question. Son reportage que voici. Parmi les 4 grandes thématiques sur lesquelles s'articule la Vision Togo 2030, figure en bonne place le sous-système socio-culturel. Il aborde les questions du vivre ensemble. Pour une vision qui va impacter positivement le quotidien des Togolais, les initiateurs du projet ne perdent pas de vue le fait que l'émergence d'une nation se fait autour des ressources humaines dans ses dimensions historiques, sociales et culturelles. Qu'entendons-nous par socioculturel? On veut savoir qui est le Togolais, quelle est son identité, quelles sont ses valeurs, l'éthique, la participation citoyenne, son engagement, la place de la femme dans la société. C'est autant d'aspects que nous devons définir pour pouvoir savoir si le Togolais veut vivre avec son frère togolais, si nous voulons construire une nation ensemble. Nous devons identifier nos valeurs parce qu'il nous faut les pérenniser. Nous devons identifier quels sont les rites et coutumes autour desquels nous nous retrouvons, quelles sont nos traditions, quelle est la définition qu'on veut donner aux Togolais, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, comment est-ce qu'on se représente nous en tant que Togolais. L'aspect socio-culturel dans le nouveau plan de développement du Togo sur les 15 années à venir permet de faire une relecture de l'histoire afin de choisir les signaux, les tendances et les facteurs qui caractérisent le vivre ensemble des Togolais. Les promoteurs du projet estiment que le cœur même de la vision, c'est le socio-culturel. Cette vision, c'est pour les Togolais. À partir du moment où on a fait cette affirmation-là, nous devons savoir ce que les Togolais attendent. Quels sont leurs desiderata, quels sont leurs réflexes, dans leur fondement culturel, quel type de développement, quel avenir, dans quelle projection, ou bien quelle est leur représentation de l'avenir. Donc nous avons l'habitude de nous inspirer des constitutions occidentales pour rédiger nos constitutions. Est-ce que nous avons vraiment questionner, penser, chercher dans nos cultures pour savoir s'il n'y a pas un mode de gouvernement des hommes que nos ancêtres utilisaient avant ou que nous-mêmes, notre génération peut inventer en partant de ce que nous savons déjà dans nos pays. Des canaux sont mis en place pour permettre à toute personne qui se sent intéressée par cette question de faire parvenir son point de vue. Tout le monde est appelé à venir dire ce dont il rêve pour le Togo. La vision Togo 2030, une volonté politique qui va conduire à moyen ou long terme à un changement positif à travers le sérieux et la rigueur dans la gestion. Ce plan de développement du Togo tient compte des aspirations de la société et de tous ces facteurs déterminants. Maintenant, qu'est-ce que les Togolais eux-mêmes comprennent à ce projet? C'est une question que nous leur avons posée aujourd'hui à travers les rues de Lomé. Leur réponse dans nos éditions de demain. Quelques nouvelles de la campagne nationale de sensibilisation sur l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola au Togo. À ce côté, l'ONG Plan Togo a animé ce week-end une réunion d'information à l'endroit des différents acteurs de la région sur la préparation de la riposte à la maladie. La rencontre a permis à ces initiateurs de fournir l'assistance, les orientations et les informations nécessaires sur la conduite à tenir pour éviter l'apparition et la propagation du virus dans le milieu. Reportage, Lamarck Boudjouna. Le virus Ebola continue sa propagation dans la sous-région et cela inquiète les autorités et les organisations de protection. Cette rencontre organisée par Plan Togo à l'intention des chefs de canton et de village, des volontaires nationaux, infirmiers
chefs de poste, encadreurs et autres organisations vise à donner une orientation et des informations clés sur le virus Ebola et de partager les informations sur la stratégie de riposte telle que proposée par les autorités sanitaires et l'OMS. Depuis un certain moment, nous vivons toute une situation liée à la pandémie du virus Ebola qui évolue à grands pas dans la sous-région. Il est mis en place au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau national, un comité au sein duquel le Plan Togo est membre. Et il y a la cellule information, éducation, communication qui a cette responsabilité-là de porter les messages de sensibilisation et d'éducation au niveau de la base. Nous avons estimé qu'il est de notre responsabilité de pouvoir organiser cette rencontre-là, de partage et d'échange d'idées pour que nous relayons l'information aux acteurs communautaires, aux chefs cantons, aux partenaires de développement qui ont un contact direct avec les communautés. Cette sensibilisation a pour but d'outiller les participants afin qu'ils organisent des rencontres hebdomadaires d'information, d'éducation et de communication sur la maladie et la préparation de la riposte au virus dans leur milieu. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, toutes les populations sans exception s'activent qui pour empêcher l'épidémie d'atteindre son territoire, qui pour en limiter les ravages. L'on apprend sa réapparition en République démocratique du Congo, berceau du virus Ebola. Dans ce pays, la résurgence de la fièvre hémorragique n'a pas surpris vraiment les autorités sanitaires qui en sont à leur 7e épidémie du même genre. 42 cas ont déjà été recensés en une semaine. C'est un long voyage que la délégation gouvernementale a effectué pour montrer sa détermination à lutter contre l'épidémie d'Ebola. La 7e que connaît la République démocratique du Congo. Comme en 1976, c'est la province de l'Équateur qui est touchée, plus particulièrement la zone de santé de Bwende. Médicaments, matériel de protection, paroles réconfortantes et nouvelles pratiques sont indispensables pour enrayer l'épidémie. Première cible, l'hôpital. Nous allons donner le matériel de protection à tous ces personnels-là. Une fois que nous avons rompu la chaîne de transmission à l'hôpital, nous avons rompu la chaîne de transmission dans la communauté, en sensibilisant la population. En principe, le virus ne va plus circuler et ça s'arrête là. 42 cas de fièvre hémorragique ont été détectés. À cela s'ajoutent 13 décès, dont 5 agents de santé. Les mesures pour contenir le virus coûtent cher, 4,5 millions de dollars selon les autorités qui en appellent à l'aide internationale. Mais la note peut être plus élevée en cas de quarantaine massive. C'est une population qui est déjà enclavée, donc nous aurons besoin d'un apport supplémentaire alimentaire pour cette population. Environ 50 000 habitants, mais ce sera plus si nous étendons le périmètre de quarantaine. L'alerte est sérieuse, mais pour l'instant cantonnée dans une zone restreinte. Les cas suspects traités à Kinshasa et dans le Katanga se sont révélés négatifs. C'est aujourd'hui, 1er septembre, qu'entre en vigueur la nouvelle loi portant indication des avertissements sanitaires sur les emballages de cigarettes au Togo. Un moratoire avait été accordé aux industries de fabrication des produits dérivés du tabac au premier jour de l'application de cette mesure. Et Soham Teou a dirigé sa caméra vers les étalages des revendeurs de cigarettes pour voir si celle-ci est respectée. Voyons le constat qu'il a fait. Que ce soit dans les kiosques, chez les vendeurs ambulants ou dans les supermarchés, les anciens paquets de cigarettes résistent encore à disparaître des étalages. C'est le constat que font également les responsables des ONG de lutte anti-tabac et ce, malgré l'entrée en vigueur ce jour 1er septembre 2014 du décret d'application de la loi anti-tabac, décret relatif aux normes de conditionnement et d'étiquetage des produits de tabac et ses dérivés. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, encore, les nouveaux paquets de cigarettes ne sont pas sur le marché ou parfois ces paquets-là circulent avec les anciens paquets, contrairement aux dispositions de la loi, notamment des articles 4
6 de la loi, nous sommes dessus. Selon certains commerçants, ce matin même, ce sont les anciens stocks de produits de tabac, notamment les paquets et cartouches de cigarettes qui leur ont été servis. C'est à croire que les firmes délibérément défient la loi, ce qui révolte la société civile. La loi contient dans son article 23 des dispositions, plusieurs sanctions, et notamment l'emprisonnement d'1 mois à 1 an pour les firmes qui ne se conforment pas à la réglementation, et aussi le retrait d'agrément, la fermeture de l'entreprise et plusieurs autres dispositions qui sont contenues dans la loi. Donc nous espérons que le gouvernement devra prendre des mesures énergiques pour faire appliquer les sanctions qui sont prévues. Ce n'est qu'à ce prix que les firmes du tabac doivent céder parce qu'elles ont demandé beaucoup de reports et on ne doit pas aller de report en report. Au ministère du Commerce, les stratégies se mettent en place pour contraindre les firmes au respect des dispositions de la loi anti-tabac, c'est-à-dire à poser des avertissements sanitaires sur tous les emballages des produits de tabac. Si les anciens paquets existent toujours, la règle est simple, c'est la saisie et la destruction. Et on ne doit pas oublier aussi les amendes qu'on va infliger aux importateurs et aux revendeurs de ces cigarettes. Nous sommes un service de contrôle. Et je ne pourrais pas vous dire qu'aujourd'hui nous sortons, ou bien c'est demain que nous sortons, faisons des sorties inopinées pour pouvoir saisir les produits qui ne respecteraient pas la réglementation. En attendant, les campagnes de sensibilisation se poursuivent à travers tout le pays. Actualité politique au Togo, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral est en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Hier, les membres du bureau national d'Adi étaient dans la préfecture du AO où ils ont animé des meetings sur les enjeux de la présidentielle de 2015 et les projets de renouvellement des instances décentralisées du parti. Reportage Firmin Adjinari. Le compte à rebours a commencé pour l'élection présidentielle de 2015. La formation politique Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI entend mener des actions auprès de ses militants de base afin de définir des stratégies à adopter. À Notien, dans la préfecture du AO, le président national du parti, Aimé Tchabouré Gogué, a d'abord présenté à ses militants le nouveau bureau national du parti issu du congrès d'avril dernier et ensuite recueilli les avis des militants pour une meilleure campagne. Vous savez que depuis les élections législatives, nous avons senti l'absence de l'opposition dans certaines zones. Notre mission de sensibilisation et d'information a pour objectif de remobiliser la population pour les échéances prochaines. ADI s'engage, comme toujours, à participer aux élections présidentielles prochaines. Le parti ADI veut contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un état de droit et surtout à la promotion du développement intégral au Togo. La prochaine étape de la tournée, ce sera dans les régions centrales de la Kara et des Savanes. Des as de la lecture de 4 pays africains se sont affrontés ce week-end à Cotonou, au Bénin, lors d'un grand concours doté de prix. Les Togolais qui ont pris part à la compétition dans les 2 catégories juniors et seniors ont raflé le trophée chez les seniors tout en se classant 2e chez les juniors. Suivons le reportage d'Esther Laclé depuis le perron de la salle de compétition à Cotonou. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui a abrité la toute première édition de la compétition Livre d'Or. On prit part à ce concours les 2 meilleurs lecteurs des pays participants que sont le Bénin, le Congo, le Sénégal et le Togo. Le Togo était valablement représenté par Afi Lucia Komisa et Laurent Damtoug, sélectionnés respectivement dans les catégories seniors et juniors. Le livre engage à pour toile de fond l'amour. Il s'agit de l'ouvrage « Le premier amour est toujours le dernier » d'Abdel Hakim Layele, mis à la disposition des lauréats. Il s'est agi pour les lauréats, après lecture d'un extrait tiré au sort, de donner leur point de vue sur le test et répondre à une question du jury. La concurrence a été rude, le jury sans complaisance, la plupart des candidats assez convaincants et cultivés. À la fin de la compétition, le Togo remporte sans surprise le trophée de la catégorie senior et une médaille en or avec une moyenne de 15/20 grâce à Lucia Komisa et le 2e prix de la catégorie junior par Laurent Damtoug avec une moyenne de 13/20. J'ai gagné 1 million de francs CFA, un ordinateur portatif et on nous a donné un diplôme aussi. La concurrence était rude, il faut le souligner, mais j'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu. Je me console en disant que 2e, c'est déjà pas mal.
vu qu'on était 4. L'une des candidates qui a marqué le public et le jury est incontestablement Maïmouna Mbakfal. Qui est son fiancé. C'est tout à fait naturel. Élève en classe de 5e au Sénégal, elle a remporté de main de maître le premier prix de la catégorie junior. Je ne peux pas dire que j'ai plus travaillé que les autres. Et je ne peux pas dire que je suis meilleure que les autres. Mais c'est le jury qui a décidé. Il en a décidé ainsi. Mais je suis quand même fière de ma prestation. Par contre, le pays où le niveau de lecture chez les apprenants reste à relever est le Congo-Brazzaville, dont les lauréats ont occupé les dernières places. Le but de ce concours panafricain est d'éveiller chez les plus jeunes le plaisir de lire dès leur plus jeune âge. Il est à mettre à l'actif de l'ONG Astro, Action sociale pour la réinsertion des oubliés, et de la édition pilotée par Abdel Hakim Laïlé, qui a eu l'ingénieuse idée d'écrire le livre objet de la compétition. L'objectif est atteint d'une manière ou d'une autre, mobiliser les gens autour de la lecture. Nous ne parlons que de la lecture ce soir, c'est l'objectif, que la lecture résonne dans chaque tête. Des séries de distinctions ont également meublé la rencontre. Elles célèbrent la contribution des lauréats à l'éclat de la littérature africaine élevée en une soirée. Une autre médaille d'or est revenue au Togo. J'avais pensé que je gagnerais une médaille d'or. Je croyais que c'était réservé uniquement aux sportifs. Et voilà que sans avoir participé à une compétition, je me vois décerner une médaille d'or pour le modeste rôle que j'ai cru de mon devoir de jouer. Trophée Livre d'Or édition 2014 rentre ainsi dans les anneaux de l'histoire et les bases sont également jetées pour l'édition 2 qui va bien évidemment rassembler plus de 4 pays de l'Afrique francophone. Les résultats du jeu de hasard Loto-Sport, les heureux gagnants sont ceux qui ont coché les numéros suivants: 2, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 25, 30, 33, 34, 41, 46, 48, soit 14 matchs nuls. C'est la fin de cette édition, mais retenez ce titre: les industries de fabrication de cigarettes et autres produits dérivés du tabac avaient jusqu'à hier 31 août pour apposer sur les emballages des messages d'avertissement sur le caractère nocif de ces produits. Nous avons circulé ce lundi dans les rues de Lomé, premier jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi anti-tabac, pour nous assurer que cette mesure est respectée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.